C'est la première fois qu'on organise ce concours d'éloquence. Je voudrais remercier mes deux collègues organisatrices, Madame Brandener du collège Jules Ferry, qui fait aussi partie du jury, et Madame Bournic, toutes les trois, donc nous sommes professeurs documentalistes, et Madame Bournic au lycée Saint-Exupéry. Moi je connais assez pas. Je dois aussi remercier les autres membres du jury. Je le dois et je le fais avec plaisir parce qu'ils ont vraiment tenu jusqu'au bout à être présents. C'est donc Madame Boubaker qui est journaliste reporter à LFM et Monsieur Garcia qui est délégué du préfet des Yvelines. Nous remercions aussi le chapelain qui nous a très gentiment prêté sa salle, ainsi que la mairie de Mantes-la-Jolie et une personne, Aminata Diawara, qui est chargée de mission Ville Apprenante, qui nous a aussi aidé à organiser ce projet. Et en fin d'après-midi, vous saurez pourquoi vous pouvez la remercier encore. Voilà, nous allons appeler les élèves au fur et à mesure. Il y aura un peu plus d'élèves du collège de Gassicourt. Vos camarades vous expliqueront pourquoi au niveau de l'organisation. Mais je pense qu'ils ont assez tardé, que ce serait bien qu'ils commencent leur concours d'éloquence. Merci à vous. Donc j'appelle Madame Manal Amal, qui est en collège. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais plaider pour l'accessibilité à l'eau pour tous. Ce qui est honteux, parce qu'à ce moment même où je vous parle, des personnes meurent à cause d'eau insalubre. Sincèrement, on peut vivre sans voiture, sans téléphone, sans à peu près tout ce qui nous entoure, mais sûrement pas sans eau. Imaginez seulement que vous vivez dans une chaleur brûlante et intense, pas pendant quelques jours, pas comme on l'a déjà vécu pendant des pics de canicule, mais cela pendant toute une année ou toute une vie et sans eau. L'eau, c'est l'élément vital, primaire, dont on a besoin naturellement. Pour nous, c'est normal de tirer la chasse d'eau, de faire la vaisselle, ou bien de remplir un verre d'eau, mais pour des millions de personnes, voire des milliards, ces gestes aussi simples sont impossibles. 320 millions de personnes meurent à cause d'eau insalubre. Et malgré cela, nous vivons dans un monde où de l'eau potable est utilisée dans nos toilettes. L'eau devrait être un droit fondamental, gratuit et accessible à tout le monde. Mes opposants seront contre... Mes opposants, eux, voudront la... Nous, et par nous, je parle de tous les êtres vivants, nous sommes composés d'eau et avons besoin d'eau. L'eau, c'est l'élément vital, primaire, et elle est indispensable. Sans elle, il n'y aurait aucune vie possible sur Terre. Alors, comment des personnes peuvent-elles être privées d'eau potable? C'est horrible de savoir que nous gaspillons notre eau, tandis que d'autres meurent de ne pas pouvoir boire cette eau. Alors oui, ils ont le droit légitime d'avoir accès à de l'eau potable. L'eau est précieuse. Pensez-y quand vous tirez la chasse. La parole est-elle un outil de combat? Mais qu'est-ce qu'un combat véritablement? Un combat est une lutte menée contre des adversaires ou en faveur de quelque chose. Mais se battre n'est pas synonyme de violence physique. Nous pouvons nous battre à travers la parole, des actes ou encore des écrits. Peut-on dire que la parole est une arme? La parole est le langage incarné de l'homme. Elle s'adresse à un interlocuteur
éventuellement à soi-même, mentalement, ou par un support écrit. La parole permet d'exprimer des besoins, des pensées, des sentiments, ou encore la souffrance. Utiliser la parole, c'est agir sur autrui. La parole est une arme qui peut être positive. Elle peut être un outil pour plaider, faire croire, séduire, ou encore valoriser. Par la parole, nous mettons des mots sur nos émotions, nos idéologies. Cette parole est le premier lien entre les hommes. La parole est un pouvoir. Le pouvoir d'agir sans violence, de lutter pour nos droits, nos opinions, pour quelque chose qui nous tient à cœur. La parole a le pouvoir de persuader, de convaincre, de faire changer les sentiments. Celle-ci peut aider, consoler et parfois même sauver des vies. Par exemple, en 1993, un homme est entré dans une école maternelle à Neuilly. Vous devez sans doute connaître cette histoire, Human Bomb. Cet homme a pris en otage des enfants et M. Nicolas Sarkozy, à cette époque maire de Neuilly, a fait en sorte de les sauver. Comment? En négociant. Et négocier, c'est dialoguer, échanger, communiquer, se battre, sans être armé. Et grâce à cet échange, Nicolas Sarkozy a sorti 4 enfants de la maternelle. Et le négociateur du RAID, 5. Juste en discutant. Cependant, cet échange n'a pas suffi à éviter la confrontation physique. Le preneur d'otages a été abattu par les policiers. Alors, si la parole peut sauver des vies, d'autres mots peuvent en détruire. La parole peut-elle être dangereuse? La parole peut être utilisée pour créer des conflits, blesser, harceler. Les mots ont un pouvoir si fort qui, en plus d'affecter une personne vers qui ils sont dirigés, reste gravé dans son cœur, dans sa mémoire, créant chez elle l'insécurité, la fragilité. Ces sentiments peuvent entraîner le conditionnement d'un individu. Ce processus fait qu'une personne ayant grandi avec des paroles blessantes les intègre jusqu'à ce que celles-ci aient des conséquences sur sa vie d'adulte. Par exemple, imaginez-vous, vous tous, imaginez-vous un entretien professionnel. Et là, une petite voix dans votre tête, celle de vos proches, qui vous disent « Tu es nul, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'y arriveras jamais !» Pensez-vous que vous allez réussir votre entretien? Le conditionnement, c'est aussi la propagande, qui est un conditionnement de masse. La propagande est une action exercée sur l'opinion publique. Cette manifestation peut persuader tout un peuple et entraîner des problèmes sociopolitiques. Cette manipulation, en effet, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont réussi à changer l'opinion d'un peuple à travers la propagande. Ils ont diffusé sans cesse leurs idéologies à travers des discours, des défilés ou encore la radio. Les paroles de ce mouvement nationaliste ont été entendues par le peuple qui, lui-même, a adhéré à cette idée. Les nazis ont donc généré un conditionnement de masse, ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. La parole peut être négative et être une arme au sens figuré, puis en devenir une au sens propre. Pour conclure, la parole a un sens, celui que chacun veut lui donner, avec son cœur, avec ses émotions, ses mots, ses valeurs, sa culture. La parole est importante, mais l'écoute l'est également. Soyez réceptifs aux paroles qui vous sont adressées. Et comme dirait Gustave Le Bon, la blessure faite par la parole ne se cicatrise jamais. Merci. Bonjour à tous, merci de me laisser parler aujourd'hui devant vous. J'aimerais vous faire part de mon point de vue sur la mort et les raisons pour lesquelles je la défends. Et oui, parce que la mort, c'est un sujet qui nous concerne tous ici. On va tous y passer, et nous le savons. Et pourtant, la mort n'a jamais cessé de nous effrayer, à toutes les époques. Mais pourquoi redoutons-nous ce moment? Eh bien déjà par amalgame.
On confond souvent la mort, lorsqu'on la craint, avec le diable et le mal. Mais le diable n'est que celui qui va instaurer la discorde. Et puis dans l'art, la mort est souvent représentée par un squelette, muni d'une faux. Cette image peut être effrayante, mais la mort reste néanmoins en vie. La mort est en fait en vie. Ensuite, dans notre société, la mort est bannie. La science cosmétique met au point des produits servant à dissimuler les signes de vieillesse. La robotique développe le transhumanisme. L'homme deviendrait un cyborg, mi-homme, mi-robot. La biologie fait des recherches sur des animaux capables de se rajeunir ou de se cryogéniser. Tout ça pour s'appliquer sur l'homme et le rendre immortel. Mais au final, toutes ces recherches, elles n'ont qu'un but, nous faire acheter. Achetez les crèmes pour avoir l'air plus jeune, et plus tard, injectez-vous les micro-robots pour rallonger votre durée de vie. Mais il y a une loi dans cet univers qui s'applique à toute chose. Tout ce qui vit doit mourir. On ne peut parler de vie sans parler de mort. Elles sont dépendantes l'une de l'autre. On peut le constater tout le temps et partout, aussi bien dans l'animé que dans l'inanimé. Et oui, parce qu'un arbre, un animal, biologiquement, on peut affirmer qu'ils sont morts. Mais une étoile, on dit très bien qu'elle meurt. Et puis la journée que l'on a passée hier, l'enfant que l'on était, ils ont bien disparu. On pourrait très bien considérer qu'ils sont morts. Mais alors qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce seulement l'arrêt du fonctionnement d'un corps? Ou est-ce tout ce qui se passe et ce qui s'est passé? Dans ce cas-ci, la vie serait une mort constante de tout. La vie serait la mort. Mais on parlera plutôt de changement, de passage à une autre forme. Depuis quelques années déjà, des témoignages surgissent et sont recensés. Des témoignages de la mort. Des personnes ayant été déclarées cliniquement mortes sont revenues à la vie et racontent que durant ce laps de temps, ils auraient visité tout un autre monde, hors du matériel. On appelle ces expériences des EMI, des expériences de mort imminente. On trouve des millions de témoignages de ce genre, de tous les âges, du plus jeune enfant à la plus vieille personne. Et dans tous ces témoignages, on parle à chaque fois de 5 états de conscience. Tous dans le même ordre. Et à chaque fois, une sensation de bien-être et de bonheur immense. En premier, les témoins racontent qu'ils quittent leur corps et deviennent spectateurs de notre monde. Ensuite, tout ce qui est matériel disparaît. Une rencontre avec une entité protectrice se réalise. Après ça, les témoins revoient toute leur vie, dans les moindres détails. Ils passent ensuite à l'état de conscience du savoir, où toutes les questions, aussi bien divines que terrestres, ont une réponse et où l'univers tout entier ne forme plus qu'un. Et enfin, le dernier état de conscience est celui de l'avenir, où chaque témoin raconte avoir vu leur futur et compris leur rôle sur cette terre. Et puis alors, le chemin inverse se réalise. Des choses matérielles réapparaissent. Ils voient même leur propre corps. Mais au final, tous ces témoignages, ils décrivent un passage à un autre monde peut-être. Alors, la mort ne serait qu'un simple passage. Ensuite, dans tous ces témoignages, la mort est décrite comme une sensation agréable et faite de bonheur. Alors à quoi bon la repousser? Et puis si finalement la mort était une fin douloureuse, elle aurait forcément son utilité, aussi bien d'un point de vue biologique que personnel. Parce qu'un corps qui meurt, il va se décomposer et nourrir la terre, et de cette terre va germer une nouvelle vie. Ensuite, d'un point de vue personnel, eh bien admettons que nous soyons immortels. Quel serait notre but? On aurait l'éternité pour le réaliser. Alors, autant attendre. Et enfin, je dirais à ceux qui ne voudront pas entendre que de toute façon, nous sommes destinés à mourir. Et comme on dit, la nature fait bien les choses, dont la mort. En somme, la mort est celle qui va nous pousser à réaliser nos rêves, à accomplir des choses, comme avoir des enfants, fonder une famille. C'est aussi elle qui va nous pousser à être présents. La mort est finalement celle qui va nous pousser à vivre. Merci. Oui,
Internet est important. Cela a servi à énormément de personnes depuis déjà plusieurs années, dont vous, qui m'écoutez actuellement. Sachez que 80% de la population française et la moitié de la population mondiale est connectée à Internet. En effet, sur le web, on peut trouver beaucoup d'informations très souvent vraies, mais aussi fausses. Et oui, nous sommes capables de... Et oui, nous pouvons trouver de fausses informations sur Internet. Nous sommes capables de le savoir si nous remontons l'information jusqu'à sa source, voire jusqu'à l'auteur de cette dernière. Avant, sans Internet, nous devions nous déplacer pour recevoir une information. Alors que maintenant, si nous en voulons une, grâce à Internet, celle-ci nous vient directement, ce qui est un gain de temps énorme dans certaines situations. Il faut bien sûr savoir doser l'utilisation d'Internet et ne pas passer sa vie dessus. Il existe également les réseaux sociaux. Ceux-ci sont énormément utilisés de nos jours et servent à beaucoup de choses, dont le divertissement. On peut également rester avec nos proches qui sont loin de chez nous en leur parlant par message ou bien par appel. On peut aussi faire des rencontres qui sont parfois incroyables ou parfois l'inverse. Il y a des sites de rencontres justement pour en faire des sérieuses, mais des personnes peu scrupuleuses sont souvent présentes dans ces situations en se faisant passer, par exemple, pour de jeunes filles, alors que derrière l'écran se cache un homme âgé, rempli de mauvaises intentions. Cela s'appelle, parmi d'autres choses, la cybercriminalité. Mais après réflexion, la criminalité est partout, à chaque moment de la journée. On a également la possibilité de nous divertir avec des vidéos qui peuvent aussi nous aider dans la vie. Par exemple, apprendre à jouer d'un instrument gratuitement. La vie ne devient-elle pas plus simple grâce à ça? Ce qui est vraiment magnifique et magique avec Internet, c'est le fait que certaines personnes handicapées, incapables de marcher, ont la possibilité de faire leurs courses, sans avoir besoin de faire déplacer un proche. Et oui, les courses sur Internet ne sont pas faites seulement pour les personnes fainéantes. Les étudiants, eux aussi, sont gagnants. En effet, désormais, il est plus facile de réviser ses cours. Pour revenir à l'épisode des informations, si l'on se pose une question par rapport à un cours ou toute autre chose, la réponse nous vient directement, ce qui nous aide beaucoup. Pour conclure, Internet aide énormément au quotidien. Et comme le dit une très célèbre expression, Google est ton ami. Bonjour, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour plaider contre l'usage abusif du téléphone. Depuis notre plus jeune âge, nous avons tous été confrontés à cet objet, ce qui fait que maintenant, nous ne pouvons plus nous en passer. Moi la première. Une jeune fille, âgée de 14 ans, dormait mal le soir, ce qui fait que le matin, elle était agressive et pas concentrée. Ses professeurs inquiets pensaient qu'elle avait des problèmes familiaux, ce qui aurait pu être une raison à son comportement inhabitué. Mais non, tout cela était à cause de cette drogue que nous consommons tous les jours. Nous le savons tous, le téléphone a plein d'impacts nocifs sur notre cerveau, mais nous continuons à l'utiliser de manière excessive. Tous ces réseaux sociaux qui nous prennent tout notre temps, les inventeurs eux-mêmes ne les utilisent pas, et leurs enfants non plus. En créant tous ces logiciels, leur but était de nous rendre bêtes, et malheureusement, ils ont réussi. Toutes ces notifications, les flammes, les likes sont faits pour que nous voulions toujours retourner sur notre téléphone. Mes contradicteurs me diront qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre sans téléphone, mais je leur répondrai que si, mais nous avons juste été habitués à vivre avec. Ils me diront aussi qu'utiliser son téléphone à petite dose n'est pas très grave, et je leur répondrai que le téléphone est une drogue et qu'une fois qu'on y a goûté, nous ne pourrons plus nous en passer. Montrons à ces inventeurs qu'ils ont échoué. Montrons-leur que nous ne dépendons pas de notre téléphone. Montrons-leur que nous pouvons vivre sans cette drogue. J'aurais pu aborder des sujets graves, comme le dérèglement climatique, la pollution, les attentats, les guerres, la famine, la politique. Mais étant donné le lieu qui nous accueille, j'ai préféré aborder une question moins grave, mais tout aussi intéressante. Pourquoi, dans les films d'horreur, il y en a toujours un qui dit « Partez devant, je vous rejoins ». Là,
On est sûr qu'il reviendra pas. Le mec, c'est mort. On sait pertinemment ce qui va se passer. Et pourtant, on reste là à regarder. Enfin, c'est vrai. Le gars, il s'isole du groupe. Généralement, il arrive dans les toilettes, un vestiaire de sport. Et puis, personne. Il est toujours seul, en pleine journée. Alors qu'il y a 5 minutes, il y avait tout le monde. Hein. Enfin, moi, au lycée, je peux vous dire que dans les toilettes, elles sont souvent vides. Hein. Vu l'odeur, il n'y a personne. Puis, ça découragerait un tueur. Enfin bref, tout à coup, la lumière s'éteint. Des bruits bizarres se font entendre. Car comme le dit si bien l'écrivain Georges Bernanos, tout est bruit pour qui a peur. Alors il se pose une question. Steven, c'est toi? Ah oui, parce que il pose beaucoup de questions avant de mourir. Hein, mais Steven ne répond pas. Parce que c'est pas Steven. C'est le tueur, qui est là à tapis, qui attend dans l'ombre, comme une proie. Comme un fauve qui guette sa proie. Et comment on le sait? Comment on le sait? Bah parce qu'il y a la musique. Il y a toujours une musique qui est là. Vous avez jamais vu le film d'horreur ou quoi? Mais bon, on sait qu'il va pas s'en sortir. Le tueur va jouer avec lui, avec nos nerfs, en nous laissant espérer une issue moins fatale. Mais non. Et tout ça, sans que personne n'entende quoi que ce soit, ou n'intervienne. C'est la magie du film d'horreur. L'évidente évidence. Et vous allez voir que ce genre de film est plus intéressant qu'il n'y paraît. Le film d'horreur est riche en figures de style. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on vient de voir l'exemple de l'homme dans un film d'horreur. Maintenant voyons la version féminine. Donc généralement l'héroïne est seule chez elle. Seule. C'est le mot-clé du film d'horreur. Et toutes les pièces sont allumées. Ah, parce que les Américains, les économies d'énergie, ça ne travaille pas trop. Hein. Donc tout est éclairé, les volets sont jamais fermés. Et comment on sait tout ça? C'est simple. Il y a toujours un plan de l'extérieur, en caméra subjective, qui est l'œil du tueur. On voit la maison tout éclairée, avec la fille qui passe dans toutes les pièces, au téléphone. Enfin bref. Du coup, elle est toute seule. Et là, le téléphone sonne. Donc évidemment, elle répond, elle pense que c'est sa pote qui est là pour la soirée pyjama. Elle va manger du popcorn devant une série, et voilà. Ah oui, parce que autre chose importante, l'héroïne mange du popcorn avant de mourir. C'est une règle. Donc elle répond. Allô? Mais pas de réponse. Donc elle s'énerve. Allô? Allô? Donc déjà, première figure de style, la répétition. Elle est classique et indispensable dans les films d'horreur. Brenda, c'est toi? Pléonasme, deuxième figure de style. S'appelait Brenda et elle bête. C'est la même chose. Ruton d'arriver, on va regarder des films toute la vie et mes parents qui rentrent demain matin. Donc, déjà, quand on vous répond pas au téléphone, on s'amuse pas à raconter sa vie, on dit pas qu'on est tout seul chez soi. C'est la règle. Bah, moi, quand je suis seul avec le facteur, je dis que mon père est sous la douche. C'est comme ça, je suis pas tout seul. Et puis voilà. Donc, évidemment, c'est pas Brenda. Et comment on le sait? Brenda a reçu un SMS juste avant disant que la soirée était annulée. Et l'héroïne est toujours au téléphone. Et tout à coup, elle comprend qu'il se passe quelque chose lorsqu'elle entend une respiration. Et là, un éclair de génie. Non, je déconne. Elle se précipite sur toutes les portes et elle ferme tout à clé. Mais bon, le tueur est déjà à l'intérieur, sinon ça serait trop simple. Et du coup, l'image d'après, on voit des traces de sang sur tous les murs. Et la police scientifique annonçait aux parents qu'il est arrivé un malheur à leur fille. Un euphémisme, troisième figure de style, pour dire que le tueur l'a poursuivi dans toute la maison avec un couteau à la main et qu'il l'a égorgé de partout. Et on arrive enfin avec le héros ou l'héroïne qui s'en sort. Celui ou celle qui réussit à survivre au tueur et peut-être le faire enfermer. Je dis bien peut-être, car souvent ils sont plusieurs tueurs. Bah, faut bien penser à la suite. Vous savez que les bandes annonces choc, genre le tueur, le retour du tueur dans la ville. Enfin, des titres pourris. Et donc, notre héros, notre héroïne, aura su déjouer ses pièges, seul. Parce que la police arrive toujours à la fin, une fois que tout est fini, qu'il n'y a plus de problème. Puis toujours avec ces mots, ça va aller, c'est fini.
Enfin, revenons à notre question. Pourquoi? Bah, j'en sais rien. Je vous laisse réfléchir. Restez là, moi je vais me chercher un petit peu de popcorn. Il n'y a personne, donc j'en profite. Mesdames, messieurs, bonjour. Je rends hommage à toutes les personnes qui se sont suicidées, à leurs familles et à tous leurs proches. Et ceux qui y ont pensé, réveillez-vous. Ne soyez pas égoïstes. Que ce soit pour le principal concerné, pour l'élément déclencheur, ceux qui organiseront les péripéties ou les parents. Je vous dis ceci car je plaide contre le suicide. Je soutiens la vie. Je plaide contre le suicide car les statistiques sont accablantes. Il y a 10 000 suicides par an et 200 000 tentatives. Le suicide me révolte. Imaginez, ce pourrait être mon petit frère, votre ami, votre sœur, votre père. La vie est un cadeau qui n'est pas offert à tous. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. André Malraux. Oui, la vie ne vaut rien. Mettre fin à sa vie me paraît accessible. Mais croyez-moi, ce n'est pas sans conséquence. Rien ne vaut une vie. Sachez que vous êtes unique. Chaque personne en ce monde est unique. Il n'y a que vous. Vous êtes unique et irremplaçable. Rien ne vaut une vie. Pensez à votre mère, votre père, vos frères, sœurs et tous ceux que vous laissez derrière. Mais derrière quoi? Derrière qui? Il est vrai que lorsque l'on touche le fond, il est difficile de vouloir remonter. On y est tellement à l'aise. Pourtant, une impulsion suffirait. Le suicide est une décision impatiente. Le suicide est un décès volontaire. Le suicide, c'est la mort. C'est un acte ignoble et égoïste, à cause des conséquences. Tous leurs proches sont dévastés. C'est mon avis. Il est vrai qu'il y a des raisons qui poussent au suicide. Les plus connues étant la solitude, le rejet de votre personne, le désespoir, la déception, car oui, la déception est souvent celle qui donne le coup de grâce. La maladie. Les malades veulent en finir au plus vite. La pression. L'échec. La vie est faite d'épreuves. L'épreuve fait peur, certes, mais l'affronter vous est bénéfique. Vous en ressortez, si je puis dire, plus endurant. Les épreuves conduisent à un but. En cas d'échec, apprenez de vos erreurs. L'échec n'est pas la fin. Dites-vous que vous n'êtes pas mat. Le cœur du suicide est noirci par le mal. C'est le néant. Je m'adresse à vous, chers parents et futurs parents. Faites attention au regard de vos enfants. S'ils vont vers lui et qu'il revient trop tard, sachez que l'ombre du suicide le rattrapera. Car le suicide est une lumière qui conduit vers un semblant de liberté. Elle se transforme. Le noir le plus total apparaît. Mon passant a dit, le suicide est la force de ceux qui n'en ont plus. C'est l'espoir de ceux qui n'y croient plus. Pour mettre fin à sa vie, il faut une sacrée force mentale. Eh bien non, c'est tout le contraire. Quand le froid est trop froid, il brûle. Quand la peur est trop forte, elle vous cache les yeux. Et vous êtes convaincu d'être fort. Seule une personne chère à ses yeux le libérera. Les personnes sans appui, sans modèle, sans but sont les plus exposées au suicide. Les personnes n'ayant pas de but, trouvez-en un. Une personne qui n'a pas de but peut se considérer comme morte. J'ai souvent entendu « on n'a qu'une vie ». Ce sont les personnes sans croyance qui disent ceci, mais aussi celles qui sont le plus touchées par le suicide. On n'a qu'une vie. Alors dites-moi, pourquoi y mettre fin? Je m'adresse à vous maintenant, suicidaires. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec quelqu'un qui avait pour idée de se suicider. J'ai débuté mon discours. Elle m'a dit « Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu ne sais pas ce que je ressens. » Justement, partager au lieu de mettre fin à une vie innocente. Elle a essayé de se pendre. Lorsqu'elle s'est jetée, elle se trouvait entre la vie et la mort. Heureusement, son frère est venu à temps pour la sauver. Elle a compris. Compris que la vie vaut bien mieux que la mort. Qu'il faut en profiter. Les larmes de sa mère ont consumé son désir de mettre fin à sa vie.
une personne chère. Je vous dis ceci pour ne pas avoir à voir la mort en face, alors à tenter de la rencontrer, pour enfin vous rendre compte que le suicide est ridicule. Mais il sera trop tard. Je vous le dis haut et fort, le suicide vous fait du mal. Il veut votre mort et la tristesse de vos proches. Il profite de votre peur et faiblesse pour s'emparer de vous. J'accuse le suicide pour abus de faiblesse. Mesdames, messieurs, la vie est belle. Ses mystères, ses espèces, sa nature. Sa nature est magnifique. La glace, la foudre, la lave, l'eau. La vie est magnifique pour le peu que j'ai vu. Et pourtant, à certains leur vient l'idée de se suicider. Pensez que vos familles n'auront plus le moral. Pensez à la culpabilité que vous leur laisserez. Car ils penseront qu'ils n'étaient pas là pour éviter cet acte dramatique. Pensez. Souhaitez-vous donner naissance à une grande peine et tristesse de ceux qui vous entourent. C'est pour cela que je dis, ne soyez pas égoïstes. La mort fait partie de la vie. C'est la vie qui définit votre mort. Mais c'est la mort qui donne un sens à la vie. Ne perdez pas de vue que la mort nous guette et qu'elle n'est pas si attirante. Alors, dites-moi, pourquoi la provoquer? Merci. La pizza doit-elle se manger avec ou sans la croûte? Je suis ici parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la croûte à pizza. La pizza est un fameux plat que pratiquement tout le monde aime et mange. Ce plat contient une croûte sur tout son contour, mais certains ne la mangent pas. Mange-t-on un gâteau au chocolat sans chocolat? Non. Un couscous sans semoule? Non. Un riz au lait sans lait? Non. Cela est pareil pour la pizza. Je ne vous parle pas d'une croûte banale, elle donne une odeur particulière à la pizza. Cette odeur qui donne l'eau à la bouche. Une bonne odeur de pain qui ouvre l'appétit et qui donne envie de la manger. Il a ce goût unique qui est présent et qu'on ne doit pas manquer. Cet aspect joli, gourmand, croustillant et un goût si délicieux. C'est son croquant et le moelleux de la pizza qui donne une combinaison parfaite pour un si bon goût. Il devrait être obligatoire de la manger. Et en plus de cela, ça serait du grand gâchis d'en faire autre chose. Si elle est là, c'est pour la manger et non pour en faire autre chose. Sa couleur dorée, sa texture, son goût unique. Comment ne pas la manger? C'est une grosse erreur pour ceux qui ne la mangent pas, car il rate vraiment quelque chose d'incroyable. Il est temps de se réveiller et de la manger. Donc pour conclure, mangez-la croûte à pizza. Comme vous le savez si bien, j'en suis sûr, la vie n'est qu'une superposition continue de problèmes. Le fait de la réussir dépend uniquement de sa faculté à trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est le problème de la privatisation de la SNCF qui se pose. Alors, autour de cette problématique, les gens se posent beaucoup de questions. La SNCF est-elle vraiment rentable pour nous, Français? L'État doit-il vraiment s'accaparer toutes les entreprises, garantissant ainsi sa logique souverainiste? Alors, à toutes ces questions, je synthétiserai. L'État représente-t-il réellement l'intérêt commun? C'est à cela que nous allons répondre. De tout temps, les peuples ont élu des représentants. Et nous oublions souvent que ces mêmes élus sont des nôtres, des purs produits de notre société, que nous bâtissons jour après jour, et cela ensemble. Ils sont l'État. Ils décident, ils entreprennent, ils créent, ils détruisent, et ce, à travers leurs idéologies. Fidel Castro disait « Sans le pouvoir, les idéaux ne peuvent être réalisés. Avec le pouvoir, ils survivent rarement. » Et en effet, nous pouvons bel et bien dire qu'ils y survivent rarement. La Chine en est un bel exemple. Il y a encore 70 ans, elle annonçait l'étatisation de masse des usines pour le bien des travailleurs, pour un système socialiste, pour le peuple. Mais depuis les réformes libérales du communiste Deng Xiaoping de 1978, le pays s'est transformé en véritable capitalisme d'État, désavantageant les travailleurs du peuple, et en ne respectant en aucun cas les promesses de base du parti. Mais alors, allez-vous me dire, pourquoi les partis ne respectent-ils pas les promesses qu'ils ont fournies? Eh bien, c'est très simple. Car de tout temps, la rentabilité leur a été imposée par le peuple. Mais ce que le peuple semble lui-même ignorer, c'est que la rentabilité, ce qui forme l'intérêt de tous, elle n'est pas que financière. Et c'est là que s'introduit le concept de l'intérêt commun. Le même fait de considérer que quelque part, l'argent n'est qu'un objet physique, portant la valeur qu'on lui donne. Et que nous ne devons pas nous limiter à celui-ci pour établir une société adaptée aux besoins de tous.
La SNCF. Cette compagnie qui transporte chaque jour des millions de Français à des millions de destinations n'est qu'un des nombreux exemples de cette recherche de profit pour les puissants. En 2010, c'était la Poste qui fut privatisée par M. Sarkozy. Et après, vers où allons-nous nous diriger? Vers la privatisation des hôpitaux, comme en Allemagne? Hôpitaux qui, en France, actuellement garantissent l'intérêt commun médical et la survie de millions de Français. Et pour un prix quasiment égal à zéro. Et c'est à ça que servent nos impôts. Et alors non, nous ne pouvons pas transformer toutes nos structures et institutions publiques qui garantissent actuellement l'intérêt de tous en entreprises qui garantiront leur production d'argent et leurs intérêts personnels au détriment de tous les autres. Alors oui, l'État, qui est élu par le peuple, composé du peuple et travaillant pour le peuple, garantit bel et bien l'intérêt commun. C'est sur cette valeur que la France demeure et demeurera unie. Et à tous ceux qui disent que l'intérêt commun ne leur apporte rien et qu'il vaudrait mieux de défendre ses propres intérêts pour garantir sa propre vie, je réponds que si la France ne leur a jamais dit « je t'aime », ce n'est non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle est composée de chacun d'entre nous, et que le simple sourire d'un homme auquel on porte assistance fait de nous l'objet de la gratitude de toute la nation. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence. D'une part, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes égaux et libres. Mais nous avons aussi tous le dernier iPhone, des Nike, des Adidas, mais également des dents parfaitement symétriques, des oreilles bien collées, un teint parfait, sans imperfection ni grain de beauté, des cheveux bruns sans éclat, des yeux marrons sans reflet, et j'en passe. En étant soi-même, en gardant ou changeant certains caractères et en se démarquant, nous devenons une pointe de lumière éclatante. Il y avait un garçon, spécial, différent des autres, car il avait les cheveux roux, un teint très pâle, des yeux trop clairs et une voix fluette. Il était différent des autres, car il n'aimait pas le sport. Il préférait chanter et dessiner. Les autres garçons ne le comprenaient pas. Ils lui disaient « Dégage la pédale, t'es pas comme nous !» Ayant trop peur du jugement, il se cacha, s'enferma et commença à écrire des chansons. Puis, il prit une décision, celle de ne plus être différent, de ne pas rester lui-même et de devenir comme les autres. Alors, il se teignit les cheveux, mit des lentilles, prit des médicaments pour se doper, fit du sport et changea de style. Ayant changé, en revenant au collège, rien n'allait mieux. On lui disait « Sale rouquin, sale sans âme, poil de carotte ». Porter ce masque l'empêchait de respirer. Alors il le retira et redevint lui-même. Il savait qu'il y aurait toujours le regard des autres, mais dorénavant, il les ignorait. Car, en s'assumant, sa voix était devenue puissante. Les autres personnes, banales, ne forment qu'une seule couleur, fade et sombre. Mais la grisaille n'aime pas la couleur. Dès qu'il n'y a ne serait-ce qu'une pointe de lumière, la fadeur la dévore. Et lorsqu'elle la dévore, elle n'y laisse rien. Et se fait très violente. Mais les gens n'osent pas devenir cette lumière, car ils ont peur que cette couleur verdâtre et grise les emprisonne. Ils ont peur du jugement. Trouvez-vous ça normal de ne pas laisser les couleurs s'épanouir pour illuminer le reste? Mais tout d'abord, que gagnons-nous à être différents? Eh bien, simplement, à être libre. Libre de changer à sa guise, libre de ne plus penser au regard des autres, libre d'être soi-même. Et puis, c'est pas marrant de tous se ressembler. Enfin, vous imaginez, comment dissocier une personne d'une autre avec les caractères moyen de taille, cheveux bruns et yeux marron foncés. De plus, en étant différent, en étant qui vous êtes, sans vous soucier des autres, vous vous enrichissez émotionnellement, rationnellement et spirituellement. Ouvrir son esprit, être neutre à l'originalité et non sidéré, et ce, peu importe le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou encore l'ethnie d'une personne. Préférez-vous favoriser la diversité et la richesse ou discriminer avec violence? Certains diront
que c'est la nature, que de changer, ou qu'être homosexuel est contre nature. Sachez tout d'abord qu'il existe aussi de l'homosexualité chez les animaux. Mais nous sommes la seule espèce à posséder de l'homophobie. Certains pensent aussi que pour élever un enfant, il faut forcément un père et une mère. Chez les couples hétérosexuels, le nombre de divorces est d'environ 44%. De plus, pratiquement 547 000 couples sont victimes de violences conjugales et que pratiquement une femme est battue à mort tous les 3 jours. Vous pensez toujours qu'après cette destruction, l'enfant va être heureux et que c'est la nature? La nature choisit qui on est, mais elle choisit aussi notre personnalité. Et c'est cette personnalité qui décide de qui on est et qui on veut être. Nous avons la possibilité de choisir, et ça, la nature l'accepte. Mais les gens préfèrent ne pas oser et refusent le cadeau que leur offre la nature. Pour d'autres, c'est leur religion qui le leur interdit. Chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut. Donc, si une personne ne veut pas changer par rapport à sa foi, ça ne regarde qu'elle. Mais empêcher les autres d'être qui ils sont. Vous pensez vraiment que les frapper et les insulter sont les bonnes solutions? Pensez-vous que le livre saint le demande? Non. Au contraire, chaque religion demande de tolérer, de ne pas juger, de ne pas blesser. Car seul Dieu peut vous juger. Les hommes pourraient-ils être égaux un jour? Eh bien oui. Après tout, qu'on soit homme ou femme, nous sommes tout d'abord des êtres humains et sommes composés de la même façon. À vrai dire, la seule chose qui nous différencie, c'est le physique. Mais nous pouvons avoir le même caractère, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes qualités et les mêmes défauts. Certaines personnes pensent encore que les femmes sont plus faibles que les hommes, alors qu'une femme peut tout à fait avoir et faire les mêmes choses qu'un homme. Il y a eu des femmes reconnues ou récompensées dans les domaines scientifiques, comme Marie Curie, physicienne et chimiste, qui a reçu 2 prix Nobel. Ou encore Mary Blake, qui était la seule femme à enseigner et à travailler à la Cooper Union d'ingénierie. Elle a été récompensée pour sa contribution à la formation d'ingénieurs. Trouvez-vous ça normal que les salaires des hommes et des femmes diffèrent sous prétexte que les femmes donnent la vie et qu'elles sont du coup plus absentes, mais surtout qu'elles sont simplement des femmes? Vous rendez-vous compte qu'à travail égal, les femmes touchent presque 20% de moins que les hommes? N'est-ce pas aberrant? Bien qu'il y ait des différences physiques ou morales, socialement parlant, il ne devrait pas y avoir de différence ou d'inégalité. Dans cette société, la femme peut s'exercer dans tout corps de métier, comme dans les métiers scientifiques ou sportifs. Il y a par exemple la très célèbre boxeuse Estelle Mosseli. Elle est la première française championne de boxe olympique. Ou encore Lucie d'Écosse, championne du monde et d'Europe de judo. Mais malgré cela, il reste encore beaucoup de domaines où les femmes sont absentes ou en nombre peu élevé. Dans la plupart des domaines, les métiers restent les plus nombreux, pour la simple et bonne raison que les femmes sont complètement indépendantes depuis seulement quelques années. Est-ce que les hommes et les femmes pourront un jour être totalement égaux? Je l'espère, même s'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir pour que cela devienne réalité. Mais nous sommes sur la bonne voie. Je vais vous demander un instant, s'il vous plaît, d'imaginer. Imaginez-vous une toute petite tortue. Une bébé tortue, un bébé tortue. Toute prête à commencer une immense aventure, celle de la vie. Elle est dans l'eau. Elle voit la lumière et elle nage vers l'avant. Et se retrouve nez à nez avec un touriste tiré par 4 épingles, arborant fièrement une montre d'or et un sourire niais. À travers cette pellicule de plastique, elle aurait pu l'entendre dire, si elle n'était pas une tortue: ma puce, ce collier avec un bébé tortue vivant dedans. Il faut que je t'en achète un, ça fera un souvenir de Chine. Et le vendeur, il lui vend ce collier et il dit à son collègue: grouille, le temps c'est de l'argent, on a encore une 50aine de porte-clés à vendre. Et là, il y a une jeune femme maquillée comme une voiture volée et brillante comme un clignotant en panne. Elle arrive vers les vendeurs et elle dit mais j'ai effrayé toutes mes copines à cause de votre rue. Ma tortue, elle est à peine morte, elle est morte en pleine réunion shopping.
Maintenant, je déprime. Comprenez son désarroi. De quel droit cette vile tortue se permet-elle l'impudence de mourir en public sans la moindre once de pudeur? Elle est vulgairement asphyxiée dans son cercueil aquatique aux yeux de tous. De quel droit elle se permet ça? N'est-ce pas parce qu'elle n'a aucune dignité et qu'elle mérite d'être réduite à l'état d'un bijou vivant? Ou... Moi, je ne pense... Je suis pas de cet avis. Ce que j'en pense, moi, c'est que les humains... on est un peu cons quand même, hein. Ça me rappelle ce bon vieux proverbe. Si tu aimes une fleur, ne l'arrache pas. L'homme serait-il à ce point obnubilé par la beauté et l'apparence qu'il en banaliserait la mort? Comme le cas de ces porte-clés contenant des bébés tortues vivants plongés dans un liquide bourré de nutriments pour soi-disant les faire vivre, alors qu'elles meurent toutes presque le lendemain dans leur prison. Fait divers. Danemark. Un présentateur tue un lapin en direct. Australie. Un koala est découvert vissé à un poteau. Non mais c'est dégueulasse. Bordeaux. Une chaîne est enterrée vivante. Bobby Guinea. Bon. Ouais, c'est bon, merci. Ouais. Un chien est enterré. Un chien est traîné à l'arrière d'une moto. La cruauté serait-elle inhérente à notre espèce et donc est-elle donc ancrée au plus profond de notre ADN? N'est-ce pas finalement ça qui nous distingue des animaux? Il faut croire que le seul défaut de ces animaux qui nous entourent est de ne pas nous fuir davantage. Alors quand par an nous tuons 150 millions de requins, et ces moustiques si petits qu'ils soient, j'espère vraiment gloire à eux qui viennent me tuer. Mais je parle depuis tout à l'heure de ce que souffrent ces animaux, qui sont des êtres vivants comme nous. Mais peut-être qu'ils ne souffrent pas du tout. Et même qu'ils sont à l'aise grâce à nous. Mais c'est en tout cas ce que m'avait dit un homme qui s'y connaît forcément en animaux. Il travaille dans un abattoir, il doit s'y connaître. Ça me rappelle la fois où on m'a dit qu'un singe, le rat, l'éléphant, sont délicieux qu'ils avaient le goût de poulet. Sauf que cet homme, lui, travaillait dans un kebab. Rassurez-vous, je ne crois pas une seule seconde les non-comprenants de la situation des animaux. C'est vrai que voir une orque très proche de son maître pendant un spectacle nous émerveille les yeux, mais ça nous fait penser que l'animal il ne fait plus qu'un avec l'homme. Mais ce n'est qu'une illusion de ce que l'homme veut vous montrer. Les orques sont capturés dès leur jeune âge, avec leur mère tout le long de leur vie. Certains, pendant la traque, se font tuer, et la traque se fait avec des bombes. Ils sont ensuite contraints à un espace extrêmement réduit et finissent donc leur vie à faire des tours dans une eau qui les irrite et qui détériore leurs yeux et leurs poumons. Dans les cirques, les animaux perdent totalement la réalité et se soumettent à la brutalité. C'est en fait les animaux. C'est ça en fait. Les animaux se soumettent. Ils savent que s'ils n'obéissent pas, ils en paieront les coups derrière. Par exemple, les balades à dos d'éléphant. Et ça repose exactement sur l'obéissance. Le dressage consiste à briser psychologiquement l'éléphanteau, qui sera enfermé dans une infime minuscule cage, torturé par des pics, privé de nourriture. Vergniaud a dit « Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Il est dans notre devoir de changer. Peu importe votre passé et vos habitudes, il faut viser l'avenir. Car la maltraitance des animaux ne sera jamais normale et justifiée. Les cirques,
Marineland, le braconnage, les animations avec les animaux et toutes les autres hontes ne contribuent seulement à une seule chose, le plaisir égoïste de l'être humain. Je pourrais en citer des tonnes et des tonnes de faits qui font froid dans le dos. Mais certains d'entre nous sont déjà engagés contre cette barbarie. Sea Shepherd, 30 millions d'amis, Cirque de France sont des bonnes associations auxquelles vous pouvez vous informer. Pour finir, je pense qu'il faut que nous comprenions enfin que le véritable plaisir est quand le plaisir de l'autre est présent aussi. Merci. C'est une joie de vous voir aujourd'hui pour vous dire un discours des plus importants. Je suis là pour vous parler de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est une appréciation, une reconnaissance et un respect des droits. Mais est-ce que tout le monde est juste? Non. Malheureusement, tout le monde ne l'est pas. Et quelqu'un de juste peut-il se changer en une personne inique ou mauvaise? Comme vous vous en doutez malheureusement, le monde est fait de bonnes et de mauvaises personnes. Et une bonne personne peut vite se changer et devenir une mauvaise personne. Je me souviens de quelqu'un qui a été juste avec tout le monde. Mais un jour, il gagnait beaucoup d'argent. Et à partir de ce moment, son comportement changea complètement. Il pensait qu'à lui-même. Il ne partageait plus avec sa famille, ses enfants et ses amis. Et il ne respectait plus rien. Par contre, c'est bien d'être juste. Parce que si on est juste, probablement, tout le monde sera juste avec nous. Et si on est injuste, probablement, personne ne sera juste avec nous. Certains disent, à quoi sert la justice? Elle ne sert à rien. Nous avons le droit d'être injustes. Et comme dit Cicéron, l'un des avocats les plus connus, les forts imposent leur pouvoir face aux faibles. Les faibles sont les justes et les forts sont les injustes. Et ils sont contre la justice. Et moi je suis pour la justice, pour deux raisons. L'égalité entre chaque personne et la protection des citoyens. Voilà pourquoi j'ai raison. La justice sert à vous défendre et à vous protéger. Quel est le but de mon discours? C'est que vous soyez juste, pas seulement avec la famille ou les amis, mais envers tout le monde. C'est votre devoir et le nôtre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour parler et défendre les animaux maltraités, mais plus particulièrement les vaches laitières. Ce sont des vaches élevées pour fabriquer du lait destiné à la consommation humaine. Plusieurs fermes en France produisent du lait de ces vaches. Leur cycle de vie est le même. Alors déjà, au lieu de vivre 20 ans ou plus, elles vivent 5 ans seulement. Leurs producteurs les inséminent artificiellement. Puis 11 mois après, lorsque le petit veau est né, il l'enlève des pattes de sa mère, ce qui est un vrai déchirement pour la vache, comme pour tout être vivant d'ailleurs. Donc une fois le petit veau enlevé, ils lui prennent tout son lait, qui était normalement destiné à son petit veau. Et il recommence la même chose pendant 5 ans. Puis lorsqu'elle est épuisée, les producteurs l'envoient à l'abattoir et elle finit ensuite dans nos assiettes. Et puis je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes les seuls êtres vivants à boire du lait de vache. Je ne sais pas, vous avez déjà vu un cochon boire du lait de lapin ou un cheval boire du lait de chatte?
Non, moi j'en ai pas vu. Ben, on boit pas du lait de chat, on boit du lait de chat. C'est logique. C'est les femmes qui font le lait, c'est pas les hommes. Et puis je sais pas, mais imaginez-vous si les vaches elles dominaient le monde. Si ce seraient les vaches qui dominaient le monde et que ce seraient nos mères à leur place là, dans des élevages. On les insémine artificiellement et ensuite on leur presse les seins pour leur vider de tout leur lait. Mais vous imaginez ou pas? On leur vide de tout leur lait et en plus elles vivent même pas la moitié d'une vie qu'elles devraient vivre. Donc mes contradicteurs me diront que ce sont des animaux, ils ne servent à rien, ils sont juste ici pour nous servir. Je leur répondrai que la seule différence entre les animaux et les humains, c'est la parole. Donc on dit que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, je dis plutôt que les produits laitiers sont nos ennemis pour la vie. Merci. Alors bonjour. Déjà, on vous remercie tous, les candidats qui sont derrière moi. On en nomme 3, mais bien sûr, tout le monde a participé de façon très pertinente. Alors, on va commencer par le troisième choisi. Donc, c'est Nafis Larébia. Information, Nafis a gagné 10 places à la piscine. Merci, simplement, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Alors, le deuxième lauréat est Yassine Cheikh. Je tiens à remercier mes professeurs, Monsieur Loncan, Madame Assimpa. Et merci à tous pour votre écoute. Et donc Yassine a gagné une batterie pour son téléphone, une powerbank. Voilà, et maintenant le premier, qui nous avait sélectionné pour sa mise en scène, sa prestance et la pertinence du discours, est Louis Ségala.